Je ne sais pas vraiment par où commencer, mais peut-être qu'il est juste de dire que ma vie avait commencé avant même mon premier cri. Ma mère est arrivée en France avec une valise en tissu et un enfant qu'elle ne savait pas encore porter. Mon père disait qu'Orléans était une terre de promesses, mais nous avons vite compris que c'était aussi un endroit qui n'oubliait jamais de nous rappeler d'où nous venions. Quand je repense à ces premières années, je revois l'odeur forte de l'argile sur ses vêtements et le silence de ma mère quand elle rentrait, épuisée. J'ai grandi au milieu de cette fatigue, de ces voix qui parlaient là-bas, pour ne pas déranger. Comme si notre place devait toujours rester dans un coin. C'était exactement ce que je ressentais. Moitié d'ici, moitié d'ailleurs, sans savoir vraiment où j'appartenais. À l'école, mon prénom sonnait étrange dans la bouche des professeurs. Aimé Mbaye. Certains hésitaient avant de le dire, comme si mes syllabes leur pesaient sur la langue. J'aurais voulu porter un nom qui passait plus facilement, mais je portais celui de ma grand-mère. Et ça, je ne pouvais pas le changer. Ma grand-mère que je ne connaissais qu'à travers une vieille photo fanée, où elle me regardait sans vraiment me voir. Je n'avais pas beaucoup de certitude à cette époque, mais je savais une chose. Peu importait qu'on m'accepte ou pas, je devais exister tout entière. Ma peau, mes cheveux, mon nom, tout était un rappel de ce que j'étais et de ce qu'ils préféraient ignorer. Parfois, je me réveillais au milieu de la nuit, le cœur serré, en me demandant si cette ville finirait par m'accueillir un jour. Alors, je fermais simplement les yeux et je respirais profondément. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à remarquer comment un simple objet pouvait devenir un refuge. Je restais des heures assise sur le trottoir, à regarder passer les garçons sur leurs vieux vélos. Les roues tournaient si vite que je n'arrivais pas à distinguer les rayons. Ils avaient l'air libres, légers, comme si rien ne pouvait les retenir. Je me contentais de les observer en silence. Parfois, je restais là jusqu'à ce que le soleil disparaisse derrière les toits, le regard fixé sur la poussière que les pneus soulevaient. Quand la nuit tombait, je ramassais mes affaires sans me presser, comme on referme un secret qu'on garde contre soi. Je ne savais pas l'expliquer, mais c'était là, sur ce bord de trottoir, que mon cœur battait plus fort. Peut-être que ce n'était qu'une manie d'enfant, ou juste le début d'un sentiment que je n'osais pas encore nommer. Je devais avoir 7 ou 8 ans quand j'ai compris que ce nœud dans ma poitrine ne disparaîtrait pas. Chaque fois qu'un vélo passait, tout mon corps avait envie de courir derrière. Ce n'était pas seulement de la curiosité, c'était une sorte de faim que je ne savais pas calmer. Au début, j'avais honte d'en parler à ma mère. Elle répétait que le vélo était une affaire de garçon, qu'une fille bien devait jouer à la poupée. Je faisais semblant de la croire. Mais dès qu'on ne me regardait plus, j'inventais des histoires dans ma tête. Je traversais des vallées, je montais des montagnes, j'arrivais la première sur une ligne d'arrivée que j'imaginais peinte sur le bitume. Personne ne comprenait pourquoi je préférais rester dehors, à regarder tourner les roues, plutôt que de m'asseoir dans la cuisine pour coudre avec elle. Moi-même, je ne comprenais pas vraiment. Je sentais seulement que, quand je rêvais, ma couleur, mon nom et ce sentiment de ne jamais appartenir n'existaient plus. Pendant un moment, j'étais juste une enfant comme les autres, libre de vouloir ce qu'elle voulait. Un jour, mon père est rentré plus tôt du travail et m'a trouvée assise sur le trottoir, le menton posé sur les genoux. Il est resté debout, sans parler. Je croyais qu'il allait me gronder, mais il s'est contenté de dire que je perdais mon temps avec des bêtises. C'était la première fois que j'entendais ce mot « bêtise ». Il est resté planté en moi comme une écharde. Cette nuit-là, j'ai à peine fermé l'œil. Je me suis cachée sous la couverture pour chasser sa voix de ma tête. Mais l'image des vélos revenait toujours, plus nette, plus forte, comme un film qu'on ne peut pas arrêter. Je me suis promis qu'un jour, j'en aurais un. Cette nuit-là, le froid me faisait mal jusqu'aux os, mais je m'en moquais. J'ai fermé les yeux en imaginant le bruit de la chaîne qui tournait, le vent sur mon visage.
C'était une sensation que je ne connaissais qu'en pensée, mais qui, d'une certaine manière, semblait plus vraie que tout le reste. Quand je me suis endormie, j'avais encore les poings fermés, comme si je tenais un guidon invisible. Quand je me suis réveillée ce matin-là, j'avais encore les mains serrées comme la nuit précédente. La lumière entrait par les fentes de la fenêtre et traçait des lignes sur le sol de la chambre. Je me suis levée doucement, en essayant de garder ce que j'avais rêvé, comme si je pouvais emballer cette sensation et la cacher dans un coin, rien qu'à moi. C'est ce jour-là que mon père a ramené à la maison une petite télévision en noir et blanc qu'il disait avoir achetée à un collègue qui avait besoin d'argent. Je ne savais pas vraiment si c'était un cadeau ou juste une chose de plus dont il pourrait se vanter devant les voisins. Mais à cet instant, ça n'avait aucune importance. J'étais fascinée. La première fois qu'ils ont allumé la télé, je n'ai pas quitté l'écran des yeux. Les images tremblaient un peu, mais bientôt sont apparus des hommes juchés sur leur vélo, gravissant des montagnes. Je ne connaissais aucun de leurs noms, jusqu'à ce qu'un commentateur prononce fort « Eddy Merckx », et c'était comme si ce nom m'avait traversée tout entière. Je ne comprenais pas tout ce qu'il disait, mais il suffisait de regarder cet homme pédaler avec une telle force que le monde paraissait trop petit pour le contenir. Pendant que ma mère se plaignait du bruit, je ne pouvais penser qu'à ça. Il n'avait peur de rien. Il ne demandait pardon à personne pour exister. Je voulais être comme lui. Ce jour-là, je suis restée assise jusqu'à ce que mes yeux me brûlent, sans bouger d'un centimètre. Quand mon père a éteint la télévision, j'ai senti un vide si grand qu'on aurait dit qu'on m'avait arraché quelque chose. Pourtant, même dans le silence revenu remplir la pièce, je répétais son nom en moi, comme une prière que personne ne pouvait entendre. Quand je me suis enfin couchée, j'ai compris que, pour la première fois, mon rêve ne me paraissait plus si loin. Peut-être que je n'étais qu'une enfant qui inventait, ou peut-être qu'il y avait, dans ce petit écran, un visage où mon désir avait trouvé refuge. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec cette certitude collée à moi. Il fallait que je le dise à quelqu'un, ce que j'avais ressenti. Toute la journée, j'ai cherché les mots, comme si c'était des pierres précieuses que je ne voulais pas abîmer. J'ai attendu que ma mère finisse de nettoyer la cuisine. Je me suis assise près d'elle et j'ai pris une grande inspiration. Je veux devenir cycliste. C'est tout ce que j'ai réussi à dire. Ma voix était minuscule, mais à l'intérieur, on aurait dit un coup de tonnerre. Ma mère n'a pas répondu tout de suite. Elle était restée immobile, la main serrant toujours le torchon. Un instant, j'ai cru qu'elle allait sourire, peut-être même m'encourager. Mais elle a poussé un soupir plus lourd que n'importe quel reproche. « Ce n'est pas une affaire de fille. » Elle a murmuré, sans même me regarder. Elle a recommencé à frotter le plan de travail, comme si mes mots n'avaient été qu'un simple bruit. Je suis restée assise là, espérant un autre geste, un signe, n'importe quoi pour me dire qu'elle m'entendait. Mais tout ce que j'ai entendu, c'était le frottement du tissu, encore et encore, comme si elle voulait effacer ce que je venais d'avouer. Je n'ai pas pleuré sur le moment. Je suis restée silencieuse, avec mes joues qui brûlaient. C'était peut-être de la honte, ou juste la douleur de comprendre que personne ne viendrait m'aider à croire en mon propre rêve. Ce jour-là, j'ai compris qu'avouer à haute voix ce qu'on désire peut être plus difficile que toutes les chutes. Quand je me suis levée de la chaise, mes genoux tremblaient. Je suis sortie lentement, par peur d'entendre encore quelque chose qui ferait plus mal. Mais ma mère n'a rien ajouté. Elle n'a même pas levé les yeux. J'ai pensé que, si au moins elle m'avait traitée de folle, ça aurait fait moins mal que ce silence si profond. Je suis allée m'asseoir dans la rue, à ma place habituelle, le visage caché dans mes bras. Le soleil brillait encore haut, mais à l'intérieur, tout me semblait plus froid. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais cet après-midi-là, alors que le soleil descendait, une idée étrange a commencé à germer dans ma tête. Peut-être que si je ressemblais moins à une fille, les gens cesseraient de me dire ce que j'avais le droit de rêver.
J'ai marché jusqu'au petit salon de coiffure du coin, le cœur battant si fort que ça me faisait mal. Le coiffeur était un vieil homme aux mains épaisses et à la voix fatiguée. Quand il m'a vu entrer, il a levé les sourcils, comme si je n'avais rien à faire là. Je n'ai rien dit. Je me suis juste assise sur la chaise et j'ai montré mes cheveux qui tombaient jusqu'aux épaules. Il a mis quelques secondes avant de demander si j'étais sûre. J'ai hoché la tête, essayant d'avoir l'air plus courageuse que je ne l'étais. Quand les premières mèches ont commencé à tomber sur le sol, j'ai senti une tristesse étrange, comme si je disais adieu à une partie de moi que je n'avais jamais su protéger. Mais en même temps, il y avait un soulagement. C'était comme si je déclarais, en silence, que je n'allais plus accepter qu'on décide à ma place de ce que je devais être. Quand il a fini, j'ai passé la main sur ma nuque et senti la peau nue, froide. Je me suis regardée dans le miroir et je n'ai pas reconnu mon reflet tout de suite. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre que cette fille, c'était encore moi, simplement avec un peu moins de peur dans les yeux. Je suis sortie du salon, le vent me frappant le visage, et un froid qui venait de l'extérieur et de l'intérieur en même temps. Je ne savais pas si ça changerait quelque chose, mais pendant un instant, j'ai marché dans ma rue en me disant que personne ne pouvait m'arrêter. Quand je suis arrivée à la maison, ma mère a laissé tomber ce qu'elle tenait et a porté la main à sa bouche. Mon père n'a pas eu besoin de dire un mot. La façon dont il m'a regardée, c'était déjà une sentence. Il n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Son silence était pire que n'importe quel cri. Je suis restée plantée sur le seuil, sans savoir si je devais entrer ou courir à nouveau dans la rue. Ma mère s'est tournée, comme si elle refusait d'être témoin de ce qui allait suivre. Il a marché vers moi lentement, traînant ses bottes sur le sol. Un instant, j'ai espéré qu'il dise quelque chose, n'importe quel mot pour briser ce vide. Mais il a seulement levé la main et l'a passée doucement sur mes cheveux coupés, comme pour vérifier si c'était vrai. Puis, il a retourné la paume et il a frappé. La gifle m'a brûlé la joue. Ce n'était pas seulement la douleur, c'était surtout ce qu'il y avait dans ce geste. Quelque chose de définitif, comme s'il voulait m'arracher le courage que j'avais rassemblé. Je n'ai pas pleuré. Je ne voulais pas lui offrir ce soulagement. Il a dit que j'avais honte de ma famille, que je rêvais d'être quelqu'un d'autre. Je suis restée muette, parce que je n'avais plus la force d'expliquer que je voulais juste être moi. Au fond, il le savait. Et peut-être que c'est justement ça qui le mettait en colère. Ce soir-là, personne ne m'a adressé la parole. Pas même ma mère qui est passée près de moi sans lever les yeux. Je me suis couchée tout habillée, sur la couverture, avec la joue encore brûlante là où sa main était restée marquée. Quand j'ai fermé les paupières, j'ai revu l'image de cet homme sur son vélo, pédalant à travers les montagnes. Et c'est la seule chose qui a réussi à me réchauffer un peu. Le lendemain, je me suis réveillée avant tout le monde. Il faisait encore nuit quand je suis sortie de la maison, les yeux brûlants de fatigue. J'avais besoin d'un endroit où personne ne me regarderait comme un problème. Alors j'ai marché jusqu'à la décharge derrière les maisons. Là-bas, l'odeur était forte, un mélange de choses pourries et de métal rouillé. Mais ça ne me dérangeait pas. J'ai fouillé des tas d'objets cassés jusqu'à trouver un guidon tordu, encore accroché à un morceau de cadre peint en bleu. Quand j'ai posé la main dessus, j'ai senti une pointe dans la poitrine, comme un petit miracle. Je savais bien que ce vélo ne roulerait jamais. Il manquait les roues, les pédales, presque tout. Pourtant, je l'ai pris dans mes bras avec précaution, comme si je portais quelque chose de précieux. Ce n'était qu'un tas de ferraille, mais pour moi, c'était plus beau que n'importe quel cadeau neuf. J'ai traîné cette épave jusqu'à un coin propre, et je me suis assise à côté, les doigts posés sur les parties qui brillaient encore un peu sous la saleté. Je suis restée là longtemps, sans me presser, avec le sentiment que, pour la première fois depuis des jours, je pouvais respirer. Personne ne venait me poser de questions.
Personne ne m'ordonnait de laisser mon rêve. Quand le soleil a commencé à se lever derrière les toits, j'ai remarqué que mes mains étaient là couvertes de rouille. J'ai passé un doigt sur mon front et j'ai laissé une trace brune. J'ai souri toute seule. Je n'avais peut-être rien, mais ce morceau de vélo, c'était seulement à moi. Et à cet instant, ça suffisait pour que je ne me sente pas si petite. Cet été-là, presque toutes mes fins d'après-midi se terminaient au même endroit. Je sortais de la maison doucement, en faisant croire que je voulais juste me promener. Et je passais des heures à fouiller les tas d'ordures, à la recherche du moindre morceau qui ressemblait à un vélo. Beaucoup de jours, je ne trouvais rien qui vaille la peine. Je revenais les mains vides, mais avec l'odeur de la rouille collée à la peau. D'autres fois, je dénichais une jante tordue, une chaîne cassée, un pédalier qui tournait encore un peu. Chaque pièce était comme un secret que je gardais rien que pour moi. Jusqu'au soir où j'ai trouvé un vieux vélo presque entier, abandonné près d'un portail qui tombait en ruine. Un pneu était à plat, l'autre fendu, mais le cadre tenait encore debout. Je l'ai poussé jusque chez moi, le cœur battant de peur qu'on me voie. Le lendemain matin, avant que quiconque se lève, j'ai emmené le vélo dans une rue de terre où presque personne ne passait. Je suis montée dessus doucement, avec le cœur qui cognait dans ma gorge. Quand j'ai appuyé sur la pédale pour la première fois, j'ai senti que le monde devenait différent. Je ne savais pas garder l'équilibre et je suis tombée tout de suite, le coude écorché. Mais je me suis relevée en souriant. J'ai passé des jours à essayer, à tomber, à me relever, jusqu'à ce que mes jambes ne me portent plus. Quand la lumière s'éteignait et que le froid commençait à mordre, je me redressais lentement, les genoux à vif et le cœur réchauffé par un courage que personne ne voyait. À la maison, ma mère faisait semblant de ne pas remarquer la saleté sur mes vêtements. Mon père ne me demandait même pas où j'étais passée. Je pensais qu'il préférerait de croire que j'étais n'importe où ailleurs, en train de jouer avec de la ferraille. Mais je me fichais de ce qu'il pensait. Chaque égratignure me rappelait que même sans aide, je pouvais toujours trouver ma voie. Parfois, avant de m'endormir, je fermais les yeux et sentais mes mains tenir encore ces morceaux rouillés. Le soir, allongée dans mon lit, j'avais mal partout. Mais en moi, il y avait une joie nouvelle, quelque chose qu'on ne pourrait jamais m'enlever. Je savais que je ne pourrais pas cacher le vélo éternellement. Chaque matin où je partais plus tôt et revenais couverte de poussière, c'était un risque de plus. Mais je ne pouvais pas arrêter. C'était plus fort que toutes mes peurs. Ce jour-là, j'avais réussi à parcourir presque toute la rue sans tomber. Quand je suis descendue du vélo, mes mains tremblaient à de nervosité et de joie. Je n'ai même pas remarqué que mon père était là, debout devant le portail, avec ce regard qui disait que j'avais commis un crime. Il n'a rien dit. Il a attendu que je m'approche. Il a pris le vélo de mes mains et l'a soulevé sans effort. Avant que je comprenne, j'ai entendu le bruit du cadre qui se brisait contre le sol. J'ai reculé d'un pas, mais il a arraché un morceau de métal et m'a regardé avec une haine que je n'avais jamais vue. La douleur a été si soudaine que mon corps a mis quelques secondes à réagir. Le morceau de fer a frappé ma jambe, juste en dessous du genou. J'ai senti un craquement sec, puis la chaleur du sang qui coulait sur ma peau. Quand j'ai voulu m'appuyer, mes forces se sont envolées. Je suis tombée assise, la tête qui tournait, avec le goût du sang dans la bouche, à cause de la chute. Il criait que j'étais une honte, que je déshonorais sa maison. Ma mère a accouru. Elle a essayé de retenir son bras, mais il s'est dégagé et il est parti à l'intérieur, comme si de rien n'était. Je suis restée là, serrant contre moi les morceaux du vélo, le visage en feu et la jambe brûlante comme si elle prenait feu. Et au milieu de cette douleur, je ne pouvais penser qu'à une chose. Il ne comprendrait jamais combien ça comptait pour moi. Cette nuit-là, j'ai compris que certains rêves coûtent cher. Mais malgré tout, je ne pouvais pas envisager d'abandonner. Ma mère a d'abord essayé de me laver la jambe sur place. Mais le sang continuait à couler
et la douleur m'a presque fait perdre connaissance. Elle a donc essayé d'appuyer avec un linge sec. Mais quand ma mère a vu que le sang ne s'arrêtait pas, elle a couru jusqu'à la cuisine et est revenue avec un linge mouillé. Elle l'a pressé contre ma blessure, mais la douleur était si forte que je n'ai pas pu retenir un cri. Mon père n'est pas reparu. On aurait dit qu'il pensait avoir déjà fait tout ce qu'il devait. Ma mère a alors crié à l'aide et un voisin est rapidement venu à notre secours. Il m'a soulevée, a enroulé un drap accroché à la corde à linge autour de ma jambe et m'a mis dans sa voiture. Lorsqu'il a demandé à ma mère ce qui s'était passé, elle a dit que j'étais tombée en essayant de faire du vélo. Le voisin a renforcé l'idée que le vélo était réservé aux garçons. Je me suis tue et j'ai simplement fermé les yeux dans un mélange de douleur et de tristesse. Je me souviens du trajet jusqu'à l'hôpital comme d'un grand flou. Ma mère répétait des excuses à voix basse, disant qu'elle ne voulait pas que ça arrive. Moi, je regardais la vitre de la voiture, en essayant d'imaginer que j'étais ailleurs, n'importe où, dans un endroit où personne ne connaissait mon nom. Les médecins m'ont installée sur un brancard et ont commencé à nettoyer la plaie. L'odeur d'antiseptique mêlée au fer du sang me donnait la nausée. Quand ils ont parlé du risque d'infection grave à cause de la rouille, mon cœur s'est mis à battre trop vite. J'ai demandé si j'allais rester sans marcher. Personne n'a répondu. Je suis restée hospitalisée de nombreux jours. Les infirmières disaient que j'étais courageuse, qu'il fallait être patiente. La nuit, quand l'hôpital devenait silencieux, je passais la main sur ma jambe bandée et je sentais une peur que je n'avais jamais connue. La peur de tout perdre avant même d'avoir pu commencer. Ma mère venait me voir chaque jour. Elle me prenait la main et murmurait que ça finirait par passer, qu'il fallait prier. Je ne savais pas si Dieu m'écoutait, mais au fond, j'avais envie de croire qu'il gardait encore un peu de tendresse pour moi. J'ai dû prendre plusieurs antibiotiques et anti-inflammatoires. Les médecins ont même envisagé une amputation pour éviter que l'infection ne devienne systémique. J'ai entendu ces mots et je n'ai même pas pu pleurer. J'ai pensé à mon père qui n'est même pas venu me voir. Ma mère qui ressentait un mélange de culpabilité et de regret et demandait à Dieu de me laisser partir de là, avec mes 2 jambes. Et c'est ainsi, entre les médicaments et des pensées embrouillées, que j'ai attendu le jour où je pourrais rentrer chez moi. Quand on m'a laissé sortir, j'avais l'impression de ne plus reconnaître mon propre corps. Ma jambe était maigre, faible, couverte de cicatrices qui resteraient toujours avec moi. Chaque pas me coûtait plus que je ne pouvais le dire. Mais je souriais quand même, parce que je pouvais enfin quitter cette chambre qui sentait le médicament et la solitude. Ma mère m'attendait près de la porte de l'hôpital. Ses yeux étaient rouges d'avoir trop pleuré. Elle m'a aidée à descendre les marches doucement, me tenant le bras avec une précaution qui m'a donné envie de croire qu'à cet instant, elle se souvenait de la petite fille que j'étais avant tout ça. Le trajet jusqu'à la maison m'a semblé plus long que jamais. Je regardais les rues défiler derrière la vitre et je pensais à toutes ces fois où j'avais parcouru ce chemin en imagination, quand mon corps était cloué au lit. Chaque pierre, chaque arbre, tout me paraissait à la fois familier et lointain. Quand nous sommes arrivés, mon père était assis dans la cuisine, penché sur la vieille radio. Il n'a pas levé la tête quand je suis entrée. Je me suis arrêtée près de la table, debout, attendant qu'il dise quelque chose. Mais il continuait à tourner le bouton du volume, comme si je n'existais pas. C'est ma mère qui a rompu le silence, en me demandant si je voulais quelque chose. Elle a ouvert le réfrigérateur et m'a regardée tendrement, attendant que je lui demande quelque chose à manger. Mais j'ai fermé les yeux et j'ai pris une longue inspiration. Ma voix est sortie faible, rauque, presque un murmure. Mais c'était le seul mot qui avait un sens. Vélo. Un instant, personne n'a bougé. L'air est devenu plus lourd autour de moi. Je suis restée les paupières closes, sans le courage de voir ce qui allait suivre. J'entendais ma mère mettre sa main sur sa poitrine et retenir sa respiration.
Je n'ai pas eu besoin d'ouvrir les yeux pour savoir ce qui allait arriver. J'ai senti son geste avant d'entendre le moindre son. Un claquement sec a déchiré le silence et, en un instant, ma joue est devenue brûlante, pulsant là où sa paume s'était abattue avec force. J'ai ouvert les paupières lentement. Mon père se tenait là, la respiration lourde, comme si c'était la seule réponse possible à tout ce que j'étais. Ma mère a porté la main à sa bouche, mais elle n'a rien dit. Moi non plus. Nous sommes restés là, 3 personnes, enfermées dans la même pièce, chacune noyée dans sa propre honte. J'ai passé les doigts sur mon visage, doucement, sentant la chaleur de la gifle. Je n'ai pas pleuré. S'il restait encore en moi quelque chose qui réclamait de la compréhension, à ce moment-là, ça s'est tu. Je savais déjà qu'il ne changerait jamais, qu'il ne chercherait jamais à comprendre. Il est retourné s'asseoir, a repris la radio et a tourné le bouton jusqu'à trouver une chanson quelconque. La voix du chanteur a rempli l'air, comme si elle pouvait chasser la douleur. Mais elle était restée là, accrochée à ma poitrine, plus lourde que tout. Ma mère a quitté la cuisine sans me regarder. Je suis restée debout, le regard fixé sur la table, en essayant de me souvenir pourquoi j'attendais encore quelque chose de cette maison. Peut-être parce que je n'avais nulle part où aller. Quand j'ai enfin réussi à avancer, mes jambes tremblaient tellement que j'ai dû poser la main contre le mur. Mais je n'ai pas baissé les yeux. Je ne voulais pas le laisser me briser. Je suis montée à l'étage lentement, en essayant de ne pas faire de bruit. Quand je suis arrivée dans ma chambre, j'ai refermé la porte et je me suis assise par terre. Je sentais mon cœur battre si fort qu'on aurait dit qu'il voulait s'échapper de ma poitrine. Je ne savais pas si c'était de la colère, de la tristesse, ou juste cette vieille fatigue qui ne me quittait jamais. Je suis restée là longtemps, le regard perdu. La lumière de l'après-midi entrait par les fentes du rideau, traçant mon corps en lignes pâles. Chaque bande de clarté me rappelait que le jour continuait dehors, pendant que moi, je restais enfermée au même endroit. Ce n'est que quand le soleil a commencé à disparaître que j'ai entendu des pas s'approcher. Ma mère est entrée doucement, avec une assiette à la main. Elle l'a posée près de moi sans s'asseoir. Elle était restée debout, les doigts agrippés à son tablier, comme si elle cherchait du courage dans le tissu. Je croyais qu'elle allait s'excuser, ou qu'elle me dirait qu'elle avait honte de ne pas m'avoir défendue. Mais tout ce qui est sorti de sa bouche, c'est un murmure fatigué. Une dame doit savoir renoncer. Je l'ai regardée en cherchant un reste de tendresse sur son visage. Je n'ai rien trouvé. Seulement la peur, la même peur qui me poursuivait depuis que j'étais petite. La peur de n'avoir ma place nulle part. Quand elle est sortie, j'ai fermé les yeux et j'ai posé mon front sur mon genou. Je savais que, si ça ne tenait qu'à eux, je n'aurais jamais le droit de devenir celle que je rêvais d'être. Je venais d'avoir 20 ans quand j'ai commencé à travailler dans un petit entrepôt, à empiler des caisses et balayer le sol. C'est là que j'ai vu Lucien pour la première fois. Il était accroupi près d'un vieux vélo, les mains couvertes de graisse, l'air si concentré qu'on aurait dit qu'il ne voyait rien autour de lui. Pendant plusieurs jours, je me contentais de l'observer de loin. Je trouvais beau qu'un homme consacre autant de soins à quelque chose que beaucoup considéraient sans valeur. Quand il relevait la tête et croisait mon regard, je baissais vite les yeux, de peur d'avoir l'air idiote. Un jour, j'ai dû apporter un colis jusqu'à son atelier. Il m'a souri d'un air tranquille, comme s'il me connaissait depuis longtemps. Il m'a demandé mon prénom, et c'était la première fois depuis des années que je l'entendais prononcer sans hésitation, comme si c'était naturel. Peu à peu, on a commencé à se parler chaque fois que je passais par là. Il me racontait des histoires de courses qu'il avait vues, de vieux vélos qu'il restaurait avec patience. Je l'écoutais comme on recueille des morceaux d'un rêve qu'on croyait perdu. Je n'ai pas dit tout de suite combien tout cela comptait pour moi. J'ai gardé mon secret encore un peu, par peur que, si je le prononçais à haute voix, tout se casse une nouvelle fois. Mais rien qu'à être près de lui, je sentais qu'une partie de moi retrouvait la paix.
Et c'est ainsi, entre des conversations brèves et des silences qui ne pesaient pas, que j'ai commencé à croire qu'il existait peut-être un endroit où je n'aurais plus besoin de me faire petite. Il m'a fallu du temps avant d'oser lui dire ce que le vélo représentait pour moi. Quand j'ai enfin trouvé le courage de parler, ma voix tremblait, comme si j'avouais un péché. Mais Lucien m'a seulement écoutée, avec ce calme qu'il avait toujours, sans aucune impatience de juger. Il n'a pas ri, il n'a pas dit que c'était une bêtise. Il a simplement posé la main sur mon épaule et m'a dit qu'il pouvait m'aider, si je le voulais. C'est ainsi qu'un matin froid, il a apporté un vieux vélo peint en vert et m'a dit qu'il serait à moi jusqu'à ce que j'apprenne à faire confiance à mes jambes. Au début, je tremblais, rien qu'en montant sur la selle. Chaque fois que le sol se rapprochait trop, je repensais à mes chutes d'avant, aux voix qui répétaient que ce n'était pas pour moi. Mais Lucien restait près de moi, tenant le guidon fermement. Et peu à peu, la peur a commencé à s'effacer. Il disait que tomber n'était pas une honte, que tout le monde tombait un jour, que le plus important, c'était d'essayer encore. Je n'avais jamais entendu quelqu'un me parler ainsi. C'était comme si, tout à coup, quelqu'un croyait en ce que je pouvais devenir. Cet hiver-là, j'ai passé beaucoup de matinées glacées à apprendre à pédaler sans me presser. Chaque mètre parcouru était une petite victoire que je gardais bien au chaud dans mon cœur. Je rentrais chez moi les mains gelées, mais avec une force nouvelle qui grandissait sans que je m'en rende compte. Et pour la première fois, j'ai commencé à croire que peut-être je n'avais pas tort de rêver. Je savais que cet apprentissage avait une limite. Chaque matin où je sortais tôt, c'était comme un défi lancé au destin qui m'attendait derrière la porte de la maison. Mais je ne voulais pas renoncer. Pour la première fois, j'avais le sentiment d'appartenir à quelque part, même si ce n'était qu'à cette rue froide où Lucien m'attendait avec patience. Il n'a pas fallu longtemps pour que mon père le découvre. C'était un après-midi où je suis rentrée avec les mains pleines de graisse et les yeux brillants de bonheur. Il m'a regardée comme on regarde un insecte collé à sa semelle. J'ai essayé d'expliquer, de dire que ce n'était pas un crime d'apprendre. Mais il n'a rien voulu entendre. Sa voix est sortie sèche, si glaciale qu'elle a semblé casser quelque chose en moi. « Si tu ramènes un vélo ici encore une fois, tu pars. Il n'y a pas de place pour cette honte sous mon toit. » Il n'a pas eu besoin de crier. Le ton suffisait à me faire comprendre qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Ma mère est restée immobile dans un coin, les mains serrées l'une contre l'autre. J'ai cherché dans son regard un signe qu'elle me retiendrait. Mais je n'y ai trouvé que cette vieille peur, plantée entre nous comme un mur que personne n'osait franchir. Ce soir-là, je n'ai pas dîné. Je suis restée assise sur mon lit, les yeux fixés sur le sac appuyé contre le mur. Je savais déjà ce qu'il me faudrait faire, même si ça faisait mal. Et ça faisait plus mal que je ne pouvais l'admettre. Quand le jour s'est levé, je me suis levée à mon tour, lentement, et j'ai commencé à ranger mes affaires dans le sac. Chaque vêtement plié était un adieu que je ne savais pas comment supporter. Le matin où j'ai quitté la maison, je ne me suis pas retournée. J'avais peur que, si je voyais le visage de ma mère à la fenêtre, je perde mon courage. J'ai marché jusqu'à l'atelier de Lucien, avec le sac qui pesait sur mes épaules et le cœur lourd de tout ce silence gardé en moi. Il ne m'a rien demandé quand il m'a vu arriver. Il a juste posé ses outils, s'est essuyé les mains sur un chiffon et m'a dit que je pouvais rester là autant que je le voulais. C'est à cet instant que j'ai compris que parfois, la bonté se cache dans les mots les plus simples, sans promesse ni explication. Pendant quelques semaines, j'ai dormi dans une petite pièce derrière l'atelier. La nuit, je restais éveillée à écouter les bruits du quartier endormi, en essayant de croire que cette nouvelle vie m'appartenait vraiment. Peu à peu, j'ai commencé à aider Lucien dans les réparations, à apprendre à soigner les engrenages comme on soigne une vieille blessure. Au début, je pensais qu'il agissait ainsi seulement par compassion. Mais au fil des jours, j'ai remarqué des gestes minuscules qui disaient plus que n'importe quelle phrase.
La façon dont il repoussait une mèche de mes cheveux quand j'étais penchée, ou comment sa main se posait doucement sur mon dos quand je semblais trop fatiguée pour parler. Un soir, après qu'on eut travaillé jusque tard, on est restés assis tous les deux sur la marche de l'atelier. Le froid nous faisait trembler, mais aucun de nous ne voulait rentrer. Il a pris ma main lentement, comme s'il avait peur que je la retire. Je ne l'ai pas retirée. On est restés là sans rien dire, avec la certitude que quelque chose naissait entre nous sans avoir besoin de nom. Cette nuit-là, ils restèrent tous les deux allongés en silence, incapables de dormir. Moi dans le lit simple, lui sur un matelas posé par terre. Le clair de lune passait à travers la petite fenêtre et illuminait nos visages sans que nous disions un mot. Jusqu'à ce que j'aie le courage, je me suis assise avec mes pieds sur son petit matelas et je lui ai demandé s'il voulait partager le lit. À ma grande surprise, Lucien s'est mis à genoux, m'a pris les mains et m'a dit qu'il voulait partager plus qu'un lit. Il voulait partager sa vie. Cette nuit-là, au clair de lune, j'ai connu l'amour. Mon corps se sentait désiré et aimé. Lucien m'apportait déjà un sentiment d'attention et de protection. Et à partir de cette nuit-là, j'ai pu également ressentir de l'amour et du désir. Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés et avons dit à toutes les quelques connaissances que nous connaissions que nous sortions ensemble. Mais c'est seulement des semaines plus tard qu'il m'a dit que ça n'avait pas de sens, que je continue à vivre comme une invitée. Qu'on pourrait se marier, si je le voulais. Il n'y avait ni bague, ni déclaration romantique. Juste cette question posée avec sincérité, qui m'a donné la sensation de ne plus être seule. On est allé à la mairie un matin glacé, sans invité ni fleurs. On a signé le papier les mains tremblantes, mais quand on est sorti, l'air m'a paru plus léger. J'ai respiré profondément, comme si pour la première fois, personne ne pouvait me renvoyer en arrière. Et c'est ainsi que, sans fête, j'ai commencé une vie qui n'appartenait qu'à moi. Peu après notre mariage, Lucien a réparé mon vieux vélo, celui qu'il m'avait offert quand j'avais commencé à apprendre. Il disait qu'il n'y avait pas de plus beau cadeau que de rendre à quelqu'un le courage d'avancer. Quand j'ai vu ce cadre repeint, en verre briller au soleil, j'ai ressenti une joie que je ne me souvenais pas d'avoir connue. Au début, j'avais un peu honte de traverser les rues en pédalant. Les voisins me regardaient derrière leurs rideaux et murmuraient que c'était étrange qu'une femme adulte fasse du vélo comme une gamine. Mais je faisais semblant de ne rien entendre. Lucien répétait que l'opinion des autres ne payait pas nos factures et ne mettait pas de paix dans nos cœurs. Alors, chaque matin, je montais sur la selle et je pédalais jusqu'à l'entrepôt où je travaillais toujours. Le vent sur mon visage me rappelait qu'en dépit de tout, j'étais bien vivante. Chaque pâté de maison parcouru était un petit défi gagné, sans demander la permission à personne. Parfois, un enfant me regardait passer avec curiosité. Dans ces moments-là, je souriais en silence, en me disant que peut-être, un jour, une autre petite fille oserait faire la même chose. Je ne me sentais plus si étrangère. C'était comme si, enfin, j'occupais ma place sans devoir m'excuser. Le soir, je rentrais chez moi les jambes fatiguées, mais avec une paix qui débordait de ma poitrine. Lucien m'attendait sur le seuil, les mains encore tachées de graisse, et ce sourire qui, pour moi, était le plus beau du monde. Et pendant quelques instants, je croyais que le bonheur pouvait aussi habiter dans ces choses toutes simples. Avec le temps, Lucien a compris qu'il ne lui suffisait plus de réparer les vélos des autres dans un coin prêté. Il voulait un endroit à nous, où chaque écrou aurait son histoire et chaque outil connaîtrait nos prénoms. Alors, on a économisé chaque pièce, on a renoncé aux petits plaisirs, on a gardé la patience comme un trésor. L'année suivante, on a réussi à louer un petit terrain, près de la route principale. Ce n'était qu'un bâtiment aux murs écaillés, avec un toit qui fuyait quand il pleuvait. Mais pour nous, c'était un palais. Lucien a passé des semaines à peindre les murs en blanc et à fixer des étagères pour y ranger toutes les pièces qu'il collectionnait depuis des années.
J'ai aidé comme je pouvais. Je nettoyais le sol, j'étiquetais les boîtes, j'apprenais à démonter les chaînes et à graisser les roues. Le soir, nos mains étaient si noires que même l'eau chaude n'enlevait pas tout. Mais ça m'était égal. C'était le plus beau travail que j'ai jamais fait. Peu à peu, les clients sont arrivés. Des hommes qui venaient te réparer leur vélo de course, des enfants qui poussaient de vieilles bicyclettes avec les yeux pleins d'espoir. Chaque visite était aussi l'occasion de raconter une histoire. D'où venait ce vélo? Pourquoi il méritait d'être sauvé? Parfois, je fermais les yeux et j'écoutais le bruit des chaînes, le cliquetis des pignons, comme une musique que nous seuls pouvions comprendre. Et dans ce petit atelier, tout ce que j'avais désiré en silence trouvait enfin sa place. Quand on éteignait la lumière le soir, je sentais que ce sol, avec ses taches de graisse, était devenu un vrai foyer. Quelques années après l'ouverture de l'atelier, mon ventre a commencé à s'arrondir. C'était un moment plein de peur et d'espoir, tout entremêlé. La nuit, je me réveillais, en me demandant si je saurais être une meilleure mère que la mienne, si j'aurais la force d'apprendre à un enfant qu'il pouvait rêver, même quand le monde répétait non. L'accouchement n'a pas été facile. J'ai passé des heures à souffrir d'une douleur qui ne finissait pas. Mais quand j'ai entendu le premier cri de Khalil, j'ai su que tout avait un sens. Il est né petit, avec les mains fermées comme s'il gardait un secret. Lucien se tenait près de moi, les yeux plus lumineux que je ne l'avais jamais vu. Les premiers mois, je dormais à peine. Le travail à l'atelier continuait, et je me partageais entre les réparations et le berceau improvisé dans le fond. Parfois, je me demandais s'il finirait par me reprocher cette vie sans confort. Mais il suffisait que je regarde son visage tranquille pour que la culpabilité se taise un peu. Quand Khalil a commencé à marcher, Lucien disait qu'il cherchait déjà quelque chose qu'il ne savait pas nommer. Et il n'a pas fallu longtemps pour comprendre. Il attrapait tous les bouts de roue, tirait les chaînes avec ses petites mains curieuses, souriait chaque fois qu'il entendait le bruit sec des engrenages. J'avais peur. Je savais que, comme moi, il rencontrerait des portes fermées simplement parce qu'il voudrait quelque chose qui n'était pas fait pour nous. Mais, au fond, il y avait aussi une fierté silencieuse, parce que, même si petit, mon fils portait déjà en lui la même flamme qui m'avait toujours tenu debout. Et c'est ainsi que j'ai compris que mon rêve n'était pas fini. Il avait seulement changé de forme. Khalil a grandi parmi les pneus et les chaînes, comme si cette odeur de graisse faisait partie de lui. En grandissant, il a commencé à aider Lucien dans l'atelier. Il avait des mains vives, un regard attentif et une patience qui rappelait celle de son père. J'aimais les voir travailler côte à côte, en silence, comme si chaque vélo réparé était aussi une manière de nous garder unis. Mais ce qui faisait briller les yeux de Khalil plus que tout, c'était le vieux vélo que Lucien gardait au fond du hangar. Petit à petit, il a demandé à s'entraîner, d'abord le week-end, puis tous les soirs, quand la journée de travail était finie. Il partait avec son sac sur le dos et rentrait tard, le visage fatigué mais un sourire que je connaissais par cœur. Je savais combien c'était difficile de rêver d'un sport aussi coûteux. Il manquait toujours de l'argent pour de bonnes pièces, pour voyager, pour s'inscrire aux compétitions. Mais il ne se plaignait jamais. Il disait simplement que si moi j'avais pédalé avec moins que rien, lui aussi pouvait essayer. Parfois, je me réveillais au milieu de la nuit et j'entendais le portail qui s'ouvrait doucement. Je regardais par la fenêtre et je voyais Khalil rentrer, les jambes couvertes de poussière. À ces moments-là, mon cœur se serrait, plein de peur et de fierté mêlée. Je craignais qu'il se fasse mal, qu'il connaisse le même rejet que moi. Mais je n'avais pas le courage de l'en empêcher. Lucien disait que c'était beau de voir un fils si obstiné. Moi, je trouvais surtout que c'était douloureux d'aimer quelqu'un en sachant que le monde ne lui ferait aucun cadeau. Et malgré tout, nuit après nuit, il repartait pédaler comme si rien ne pouvait faire tomber ses rêves. Khalil, en 2015, avait presque 20 ans quand il a réussi à économiser assez pour s'inscrire à ses premières courses amateurs.
Je me souviens du jour où il est rentré à la maison avec le formulaire d'inscription à la main. La façon dont il m'a regardée, comme s'il attendait mon approbation, c'était exactement le même regard que j'avais eu tant de fois. Lucien l'a aidé à préparer le vélo. Ils ont passé des jours à démonter chaque pièce, nettoyer, régler, comme s'ils prenaient bien soin d'un être vivant. Moi, je restais à côté, à plier des chiffons, en faisant semblant de ne pas trembler d'anxiété. Au fond, je priais en silence pour qu'il ne rentre pas le cœur brisé. Le matin de la première course, je me suis levée avant le soleil. J'ai préparé le café, rangé son sac, et j'ai essayé de sourire malgré le nœud dans ma gorge. Quand il a franchi la porte, il m'a serré si fort que, l'espace d'un instant, j'ai revu mon petit garçon. Il n'a pas gagné. Il n'a même pas approché le podium. Mais quand il était revenu, en sueur, le visage encore rouge, il avait dans les yeux une lumière si pure que j'ai compris. Parfois, la victoire n'a rien à voir avec des médailles. Lucien lui a tapé l'épaule en disant que ce n'était qu'un début. Moi, je n'ai rien dit. J'ai seulement posé la main sur sa joue, pour qu'il sente sans un mot que j'étais fière de lui. Il a souri et a dit qu'il se sentait un peu plus proche de participer au Tour de France. Cette nuit-là, pendant qu'il dormait sur le canapé, je suis restée assise à regarder ses mains égratignées. Et je me suis dit que, peut-être, mon rêve avait trouvé un nouveau chemin. Les années ont filé si vite qu'on aurait dit que le temps voulait nous pousser en avant, sans nous laisser souffler. Khalil a continué à s'entraîner, à travailler, à rêver. Il a également commencé à s'occuper de motos en plus des vélos et a agrandi l'atelier de son père. Moi, je regardais de loin, en essayant de cacher ma peur. Lucien répétait que chacun portait ses risques et que la seule honte, c'était de ne jamais oser. Pour mes 55 ans, Khalil est rentré à la maison avec un grand paquet couvert d'un drap bleu. J'ai cru que c'était encore une pièce pour l'atelier. Mais quand il a tiré le tissu, j'ai vu le plus beau vélo que j'avais jamais vu. Le cadre était rouge, brillant comme une flamme. Je ne trouvais pas les mots. J'ai posé la main sur le guidon, sur les pédales, comme si je touchais un objet sacré. Khalil me regardait, avec un sourire timide et heureux. « C'est pour toi, maman, pour que tu te rappelles qui tu as toujours été. » Ce jour-là, j'ai senti ma poitrine se remplir si fort que j'ai dû m'asseoir. C'est Lucien qui m'a aidé à me relever et qui a dit qu'il était temps de remonter en selle. J'ai ri, même avec les larmes dans les yeux. Parce qu'au fond, j'avais peur de ne plus savoir. Mais le lendemain matin, j'ai enfilé des habits simples et je suis sortie. Quand je suis montée sur le vélo, le vent est revenu me caresser le visage, comme un vieil ami. Et pendant quelques minutes, je n'avais plus d'âge, plus de passé, plus de douleur. Juste la certitude que je pouvais encore être libre. Et c'est ainsi qu'après tant d'années, mes jambes ont retrouvé le chemin. J'ai commencé à faire du vélo pour aller à la boulangerie, au marché, au salon de beauté, jusqu'à ce que je traverse une place et que je vois des femmes et des dames mûres se réunir pour faire de l'exercice, y compris du vélo. J'étais enthousiaste. Je commençais à me sentir revitalisée. 3 réunions par semaine me donnaient des yeux pétillants et un corps plus sain. Jusqu'au début de 2020, on a commencé à parler d'une maladie qui venait de loin, que personne ne savait vraiment combattre. Je ne croyais pas que ça pouvait nous atteindre. On avait déjà traversé tant d'épreuves. Survivre avait toujours semblé être notre destin. Mais, même si nous sommes restés à la maison, un jour je me suis réveillée avec une poitrine lourde et une fièvre qui ne cessait de monter. Lucien m'a emmenée à l'hôpital mais n'a pas pu rester avec moi. Je me souviens de cette impression de ne plus pouvoir remplir mes poumons, comme si tout l'air avait disparu du monde. Je suis restée hospitalisée de longs jours. Parfois, j'ouvrais les yeux et je voyais des infirmières porter des masques, leurs voix étouffées, disant que c'était grave, qu'il fallait tenir. J'ai cru que j'allais mourir. Pas de peur, mais d'épuisement. Chaque minute demandait plus de force que tout ce que j'avais connu.
Je pensais juste que je n'aurais peut-être plus le temps de serrer ma famille dans mes bras, de voir mon petit-fils grandir ou de faire du vélo. Mais Dieu a été généreux. Peu à peu, la fièvre a diminué. Mon corps a retrouvé un peu de force. Quand ils m'ont laissé repartir, je marchais lentement, comme si j'apprenais à nouveau à habiter ma propre chair. Malheureusement, malgré ma guérison, les séquelles de la maladie m'ont laissé plus fatiguée que jamais. J'ai dû abandonner le vélo, mais je suis reconnaissant d'être à nouveau en vie et avec ma famille. Depuis, je monte rarement sur le vélo. Mes jambes n'ont plus la même audace. Mais je m'assois sur le trottoir, je regarde Khalil et les enfants du quartier passer en pédalant, et je sens que je fais encore partie de ce mouvement. Parce que même quand le corps faiblit, le rêve reste intact à l'intérieur. Aujourd'hui, mes journées sont plus tranquilles. Je me lève tôt, je prépare le café et je m'assois devant l'atelier, en regardant la rue qui m'a vu grandir, tomber et me relever tant de fois. Parfois, je me dis que ma vie aurait pu être différente, mais je me rappelle vite que chaque chute m'a appris à rester debout. Mon petit-fils a 5 ans et il réclame déjà de monter sur le petit vélo que Khalil lui a offert. Quand je vois ses petits pieds hésitants chercher les pédales, mon cœur se gonfle si fort que j'ai peur qu'il déborde. Je me reconnais en lui, dans cette façon de ne pas avoir peur d'essayer. Lucien n'est jamais loin, prêt à donner des conseils qu'il n'écoute pas toujours. Khalil regarde de l'autre côté de la cour, les bras croisés, en faisant semblant d'être sévère. Ça me fait rire parce que je sais qu'au fond, il veut seulement que son fils apprenne à aimer ce qui nous a toujours rassemblés. L'autre jour, mon petit-fils est tombé et s'est écorché le genou. Il m'a regardé, les larmes aux yeux, comme s'il attendait que je lui dise d'arrêter. Mais j'ai seulement souri, et je lui ai dit que ceux qui tombent apprennent aussi à se relever. C'est là que j'ai compris que c'était peut-être le plus bel héritage que je pouvais laisser. Ce ne sont pas les médailles ni les trophées qui comptent. Ce sont ces souvenirs qui passent d'un cœur à l'autre, comme une flamme que personne ne peut éteindre. Et aujourd'hui, assise ici, je sais qu'aucun podium n'aurait pu me rendre plus fière, parce qu'au fond, j'ai gagné toutes les courses qui comptaient. Peut-être que certains diront que ma vie a été petite, qu'une existence sans médaille ni trophée n'a rien de remarquable. Mais je sais que la valeur d'un rêve ne se mesure pas aux applaudissements de ceux qui regardent. Elle se mesure à la force qu'il nous donne pour se relever après chaque chute, pour continuer à croire quand plus personne n'y croit. Je n'ai pas eu besoin d'un podium pour prouver quoi que ce soit. Il m'a suffi de voir mon fils et mon petit-fils pédaler avec cette même lumière dans les yeux que j'ai portée toute ma vie. Il m'a suffi de sentir le vent sur mon visage et d'avoir le courage d'avancer, même quand tout semblait dire que je devais renoncer. Aujourd'hui, mon corps ne suit plus toujours mes envies, mais mon cœur, lui, continue d'avancer. Parce que la flamme née ce jour-là, sur le trottoir, ne s'est jamais éteinte. Et tant qu'il y aura quelqu'un pour enfourcher un vélo, je saurai que tout cela en valait la peine. Et vous? Vous portez aussi des rêves que personne ne comprend? Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un mot pour cette grand-mère courageuse. Parce qu'aucune flamme ne mérite de s'éteindre dans le silence.